Laurent Mosengo Passigna a été inhumé ce mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingala, après une série d'hommages rendus par plusieurs officiels, dont les chefs d'État des deux Congos. Le Zimbabwe décide d'apporter son soutien à la RDC pour le poste de secrétariat exécutif de la SADC. C'est le président zimbabwéen lui-même qui l'a rassuré à l'émissaire de Félix Tshisekedi à Harare. La famille de l'ancien administrateur général de l'ANR demande au président de la République de s'impliquer pour que leur père retrouve la liberté. Elle dénonce des absences répétées des plaignants lors des audiences. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les présidents de deux Congos, Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, ont rendu hommage pour la dernière fois au cardinal Laurent Mosengo à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plusieurs personnalités, dont Martin Fayulu, ont été également de la partie. L'ancien archevêque de Kinshasa a été inhumé dans un caveau ecclésial aménagé au sein de la cathédrale Notre-Dame aux côtés de ses prédécesseurs. Cette cérémonie marquant la clôture des funérailles du feu cardinal Laurent Mosengo Passigna a été ponctuée par le mot de remerciement du cardinal Ambongo à l'endroit de deux chefs d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, pour notamment leur implication dans la réussite des obsèques de l'archevêque émérite de Kinshasa, décédé depuis le 11 juillet dernier. L'homélie du jour, prononcée par l'archevêque de Ouagadougou, Philippe Ouedraogo, a tourné autour de l'œuvre de ce chrétien qui a lutté toute sa vie pour l'épanouissement de l'Église du Christ. Une célébration qui a également connu la présence des fidèles catholiques, personnalités politiques des tous bords, tous venus rendre un hommage digne à ce grand pasteur de l'Église catholique. Un des pionniers de l'alternance, parce que à chaque fois que ça n'allait pas, il remettait, il essayait d'interpréter la Bible en contextualisant, et là c'était choquant pour les uns, mais je vous dis que c'est un de défenseurs de la démocratie, de l'état de droit, de la justice. C'est difficile de parler de Mosengo, même en politique, mais moi j'ai eu l'avantage de vivre à ses côtés durant la conférence nationale, d'évoluer dans son ombre. J'étais à l'ombre de Béé et Djema et nous l'accompagnions avec Mouvaro, vous avez connu Mouvaro d'heureuse mémoire, et puis quelquefois le professeur Banyakou. Nous étions chargés de certaines relations assez confidentielles pour l'aider à réussir son mandat au niveau de la conférence nationale. Et là, nous avons beaucoup travaillé, nous avons noté à lui un homme qui recherche toujours la justice sociale, qui a sacrifié sa vie pour l'exercice de la vérité, pour qu'il y ait justice sociale, pour élever l'homme. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna a été inhumé dans un caveau ecclésial aménagé au sein de la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans la stricte intimité. Grand polyglotte et éminent propagateur de l'évangile de Christ, le cardinal Laurent Mosengo a joué un rôle important dans la vie politique congolaise, notamment lors de la conférence nationale souveraine. Que son âme repose en paix. Naturellement, des réactions fusent de partout à ces sujets, surtout dans les rangs des politiques. L'AFBC de Néné Nkolo, membre du FCC, a salué la mémoire d'un digne fils du pays qui a contribué à la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Nous étions là pour rendre les derniers hommages et participer à l'inhumation du fait cardinal Mosengo Passigna. Vous savez que l'initiatrice de notre parti politique, l'excellence Ilunga Nkolo Néné, elle est absente de la capitale. Voilà pourquoi elle a tenu à ce que le membre du directoire national puisse être présent dans toute la cérémonie relative au décès du cardinal. Un homme dédié qui s'est beaucoup battu pour l'église catholique particulièrement, mais en dépit de sa mission ecclésiastique, le cardinal Mosengo a aussi donné beaucoup pour ce pays. Et je peux dire que sa mission ecclésiastique était intimement liée avec l'avènement de la démocratie dans notre pays et de sa consolidation. Vous allez vous rendre compte que même en ce qui concerne l'alternance, le cardinal Mosengo y était pour beaucoup. Voilà pourquoi notre autorité morale, notre parti politique, qui est dirigé au quotidien par le président national, l'apôtre et visionnaire Christian Numbi,
visant le bien-être du peuple congolais, s'est dit que nous devons quand même acheminer jusqu'à la fin cet illustre personnage. Après le soutien de l'Angola, le Zimbabwe à son tour garantit le sien à la RDC pour le poste du secrétariat exécutif de la SADC, assurance faite au ministre congolais de la coopération régionale Didier Mazenga par le président Emerson Mnangagwa à Harare où il a représenté le chef de l'État Félix Tshisekedi. Après l'étape brillante de Luanda en Angola, la même délégation de la RDC conduite par le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Mukanzu, émissaire spécial du chef de l'État lui-même, vient d'être reçu ce mercredi par le président du Zimbabwe, M. Emerson Mnangagwa, au palais présidentiel à Harare. De prime abord, il s'y est de noter que ce fervent véhicule de la diplomatie agissante et persuasive était accompagné à cette cérémonie par l'ambassadeur de la RDC au Zimbabwe, M. Mawapanga Mwanananga et M. Faustin Luanga Mukela, unique candidat présenté par la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Ces périples marathons n'a qu'un seul point essentiel, la sollicitation de l'appui et du soutien des pays membres de la SADC, dont le Zimbabwe joue un rôle prépondérant. La RDC affûte résolument ses armes en vue de la victoire écrasante de son candidat Faustin Luanga Mukela lors des prochaines élections que la SADC organisera, sauf changement de calendrier, au mois d'août prochain. Au soir de cette entrevue de près d'une heure, dans une atmosphère conviviale, M. Didier Mazenga Mukanzu a déclaré à la presse que le président zimbabwéen, d'un ton rassurant, a réaffirmé sa volonté de répondre favorablement à la demande de la RDC. Ses successeurs de Robert Mugabe a clairement axé son argumentaire sur les liens historiques entre les deux pays frères, de surcroît membres de la SADC, de poursuivre qu'aucun obstacle ne peut entraver leur relation avec Félix Tshisekedi, et Didier Mazenga a exprimé sa satisfaction quant à cette réponse favorable de la part du chef de l'État zimbabwéen et la qualité de l'accueil réservé à sa délégation. Après cette étape du Zimbabwe, cette délégation poursuit sa campagne au Lesotho, Namibie, Zambie et Tanzanie avant de regagner Kinshasa. Fifi Masuka Saini, le gouverneur intérimaire du Lualaba en séjour à Kinshasa, a présenté au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde les fonds et les biens collectés par sa province en faveur de la population de Goma. C'était le mardi 20 juillet 2021 à la primature lors d'une audience lui accordée par le chef du gouvernement. 340 000 $ et des biens, c'est la moisson que les Congolais de la province du Lualaba ont mobilisé en faveur de leurs frères et sœurs sinistrés de la ville de Goma suite à la mobilisation lancée par le gouvernement central. Le gouverneur intérimaire de cette province, Fifi Masuka Saini, s'est fait le devoir d'acheminer cette contribution auprès du Premier ministre à Kinshasa. Samalukonde, qui a apprécié à sa juste valeur les efforts des autorités du Lualaba pour la collecte de ces dons, leur a donné des indications précises. Nous avons pu collecter plus de 340 000 $, plus de 10 000 pains, plus de tonnes de médicaments et autre chose. Ce sont des gens de bonne volonté, des sociétés sur place, ainsi que la population de la province du Lualaba qui a voulu venir en aide à la population de la province sœur de Nord Kivu. Faisant d'une pierre deux coups, Fifi Masuka Saini a brossé au Premier ministre la situation socio-économique de sa province. Et il nous a donné des encouragements et des indications pour améliorer tant soit peu la situation de nos territoires aussi. Il nous a demandé de ne pas rester seulement dans la ville de Kolwezi, mais le Lualaba, c'est aussi les territoires et nous allons suivre ces instructions. Construction de l'aérogare de Kolwezi dans le Lualaba, le gouverneur intérimaire de province Fifi Masuka et le président du conseil d'administration de la régie de voies aériennes, Bienvenue Liota, ont fait le point lundi en présence du constructeur. Elle fait partie des grands ouvrages entrepris par l'autorité de cette province du Lualaba, l'aérogare de Kolwezi. Le chantier évolue en harmonie avec la volonté déterminante du gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini grâce à la technicité de la régie des voies aériennes et ce malgré les contraintes temporelles imposées par la crise sanitaire avec ses corollaires. Lors de sa dernière visite d'inspection du chantier à Kolwezi, le président du conseil d'administration de la RVA, Bienvenue Liota, avait émis des avis. Ils sont bel et bien pris en compte par le maître de l'ouvrage et l'entreprise qui exécute les travaux de construction de cet aérogare. Mais le processus exige tout de même une évaluation, d'où cette séance de travail à Kinshasa de mise au point.
au bureau du PCA de la RVA. Le PCA était venu à Kolwezi pour voir l'évolution, faire pratiquement l'inventaire. Il avait émis des avis, il nous avait donné ses préoccupations. Donc nous sommes plus que satisfaits avec le PCA par rapport à l'évolution des travaux de l'aéroport de Kolwezi. Les constructeurs est rassurant quant au deadline et même la qualité de l'ouvrage. On va faire notre maximum pour finir le mois de mars 2022. Comme ça, on peut faire l'inauguration le mois là. Des assurances qui rassurent la régie des voies aériennes, surtout son conseil d'administration. Il y avait beaucoup de questions que la RVA avait soulevées et l'autorité provinciale avait pensé que la meilleure façon de faire, c'était que nous puissions nous retrouver toutes les parties prenantes, la province du Lualaba, la RVA et l'entrepreneur. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui et entendre les réponses que l'entrepreneur nous a données, ça nous a soulagés. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de croiser les bras et d'attendre que cela se termine. Il nous a donné toutes les garanties, toutes les informations nécessaires sur les matériels qui ont été commandés. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a signé ce mardi des contrats de performance avec les directeurs généraux des régies financières, DGDA, DGI ou encore DGRAD, au titre du dialogue des gestions dont la finalité est la maximisation des recettes. Un acte de gestion. S'appliquant pour l'exercice budgétaire 2021, ces contrats de performance s'articulent essentiellement d'une part sur l'augmentation volontaire de la cible des recettes en listant également ses actions d'accompagnement et d'autre part sur l'introduction des indicateurs de performance pour évaluer distinctement l'effort de chaque service opérationnel des régies financières dans la mobilisation des recettes, quels que soient les lieux d'implantation à travers le territoire national. Ainsi, la cible de recettes annuelles a été réajustée à 10,780 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 15% par rapport aux prévisions budgétaires fixées par le Parlement, 9,374 milliards de francs congolais, la plaçant ainsi au-dessus de la cible des recettes fixées dans le programme conclu avec le Fonds monétaire international qui est de 10,198 milliards de francs congolais. Ces assignations réajustées s'éventillent comme suite. 5,636 milliards de francs congolais pour la DGI contre les prévisions budgétaires de 4,900 milliards de francs congolais. 2,997 milliards de francs congolais pour la DGDA contre les prévisions budgétaires de 2,606 milliards de francs congolais. 2,146 milliards de francs congolais pour la DGRAD contre les prévisions budgétaires de 1,866 milliards de francs congolais. Pour cette année en cours, 43 indicateurs de performance ont été retenus, dont 11 pour la DGDA, 17 pour la DGI et 15 pour la DGRAD. Il est prévu une prime spéciale en cas d'atteinte de ces assignations annuelles telles que réajustées dans les contrats de performance. Un comité sera mis en place pour le suivi et l'évaluation. Daniel Mbaou, le député derrière la loi fixant le montant de la dot ou régulant le célibat, compte aller jusqu'au bout de sa démarche. Après avoir appelé à une mobilisation populaire, il a bel et bien déposé sa proposition de loi ce mercredi au bureau de la Chambre basse du Parlement. Il a juste après expliqué aux journalistes sur place le bien fondé de cette approche socialiste. Le trait marquant de ces textes est sans doute le renforcement de la socialisation du Code de la famille qui devient, selon les députés nationaux, Daniel Mbaou, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Ce texte, faut-il la rappeler, par ailleurs construit l'unité dans la diversité et la standardisation, dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui produisent les désordres sociaux et l'insécurité juridique, plongeant ainsi toute une génération dans les incertitudes et les déboires. Qu'au-delà de ce qui se dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur les fiançailles ou sur la polygamie, mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités. Au nombre d'innovations, poursuit Daniel Mbaou, cette loi a le mérite de renforcer la réorganisation ainsi que l'encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral. La redéfinition, la dévolution ainsi que la pénalisation de l'intrusion illégale des tierces
de mauvaise foi dans la petite succession, désormais dévolue au seul héritier de la première catégorie. La pénalisation de la désignation d'un nouveau liquidateur avant le relèvement de celui qui était désigné. La réorganisation du droit international privé à travers la réaffirmation et l'assouplissement des principes applicables aux étrangers et aux situations présentant un élément d'extranéité. La faculté pour la femme exerçant une fonction importante et hyper rémunérée de fixer avec l'accord préalable de son conjoint les lieux de résidence et être suivi par son époux. La suppression du caractère simpliste des fiançailles et leur conversion statutaire en promesse solennelle, ainsi que la fixation maximale du montant de la dot, la possibilité de la pénalisation de son dépassement et la fixation des frais de l'état civil pour l'enregistrement, ainsi que la célébration du mariage. Et a annoncé à l'opinion avoir été victime d'un empoisonnement. L'ancien Premier ministre, le sénateur Augustin Matata Ponyo, souhaite se faire soigner ailleurs qu'au Congo. C'est un de ses avocats qui l'affirme, Laurent Onyemba, et pour cela, il a besoin de sa pleine mobilité et donc de ses immunités. Et depuis, plusieurs forces vives ont appelé à cette évacuation d'urgence pour protéger l'ancien Premier ministre. Après les avocats, ce sont les activistes de droits de l'homme et mouvements citoyens de demander l'évacuation sanitaire du sénateur Augustin Matata Ponyo vers l'étranger. Dans une correspondance adressée au procureur général près la Cour constitutionnelle, il appelle de l'analyse approfondie de tous les dossiers en se référant à la loi, qu'il s'agit du dossier parc agro-industriel de Bukangalonzo, ainsi que celui de la dette publique dite aérianisation, qui s'est soldée par la main levée, faute de preuves. Il se dégage comme impression d'un acharnement doublé d'un plan de règlement des comptes contre un compatriote qui a rendu des loyaux services à la République démocratique du Congo. Les activistes de droits de l'homme s'interrogent comment expliquer que la justice aille au-delà du dossier pour lequel elle a sollicité la levée des immunités après une procédure cavalière orchestrée par le bureau du Sénat pour autoriser de poursuivre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans les dossiers de la dette publique dite aérianisation. Ainsi, ils se disent préoccupés par cet état de choses qui ne rassure pas la neutralité des conclusions du procureur général à l'égard de la personne incriminée faussement et ne garantit pas la bonne administration de la justice car ses droits ayant été bafoués et ne sont pas garantis au regard de la loi. Le non-respect de la décision de la plénière du Sénat du 15 juin 2021 pour non-autorisation des poursuites dans l'affaire Bukangalonzo. Se référant au réquisitoire adressé à la Chambre haute du Parlement, qui a été sanctionné par un refus lors du vote à la plénière. Victime d'un empoisonnement, les activistes de droits de l'homme demandent qu'il recouvre ses immunités parlementaires afin qu'il puisse aller poursuivre ses soins appropriés à l'étranger au risque que sa santé se détériore davantage pour faute de mauvaises prises en charge médicales. La famille Moutonde dénonce un acharnement contre Sieur Kalev Moutonde, ancien patron de l'Agence nationale de renseignement. Elle appelle de ce fait les autorités à tirer les conséquences des absences répétées des plaignants lors des différentes audiences. Dans un communiqué de presse, elle sollicite l'implication du président de la République pour que leur père recouvre sa liberté. La famille de Kalev Moutondo, administrateur général honoraire de l'Agence nationale des renseignements en sigle, dénonce dans un communiqué de presse les accusateurs qui choisissent aujourd'hui de sécher les audiences tant du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe lors de l'audience convoquée le 23 juin 2021 que du tribunal des grandes instances de Kinshasa, respectivement le 14 juin et le lundi 19 juin 2021, où aucun d'entre eux ne s'étant présenté. Par conséquent, la famille de Kalev Moutondo, par le biais de Madame Liliane Tembo Kalev, fille aînée, demande aux autorités judiciaires et au président de la République, garant du bon fonctionnement harmonieux des institutions, d'en tirer toutes les conséquences de droit, en mettant fin à une procédure qui discrédite la justice et de permettre ainsi le retour de leur père à la maison et un homme libre. La famille des Kalev Mouton demande de veiller à ce que la justice protège réellement les citoyens et leurs droits en assurant à leur père sa sécurité, sa liberté et sa dignité qui lui sont reconnus en tant que personne humaine, sans perdre de vue les services qu'il a rendus avec compétence et dévouement.
à la nation congolaise tout entière. Le gouvernement vient de doter aux forces de l'ordre de quoi se mouvoir afin de combattre la criminalité dans le Maniema, car autrefois, plusieurs coins de la région étaient inaccessibles. Le gouverneur intérimaire s'est personnellement chargé de remettre ces biens auprès de la hiérarchie militaire. C'est au total 8 services dans le domaine sécuritaire qui ont bénéficié des motos Pimpa neuves des mains du gouverneur intérimaire du Maniema. Il s'agit de la police nationale congolaise qui en a eu 11, un pour l'ANER, un pour le DGM, un pour les FARDC et un pour l'auditorat, pour ne citer que cela. Pour le gouverneur AI du Maniema, Afani Idrissa Mangala, son action s'aligne dans la vision d'éradiquer l'insécurité et cela doit passer par la facilitation de la mobilité des services de sécurité lors des différentes opérations. La province vient dédoter au service de sécurité ces motos dans le cadre de la sécurisation de l'ensemble de la province du Maniema. Donc, la priorité des priorités pour le gouvernement provincial, c'est de ramener la paix, la sécurité dans l'étendue de la province du Maniema parce qu'on ne peut pas parler du développement sans sécurité. Gouverneur AI. Prenant la parole au nom des bénéficiaires, le colonel Raymond Amissi de la PNC a salué cette énième intervention du gouverneur AI du Maniema, signe qui traduit selon lui la détermination pour le gouverneur de province de finir avec l'insécurité en cette province. La patrouille fédérale seule ne suffit pas. Cette patrouille, faut-il aussi être renforcée par la patrouille motorisée. Entre autres, il n'y a pas longtemps, Excellence, votre lettre, il y a 2 types d'intervention de la police qui vont être entraînés, réparés par le gouvernement provincial. Quelques jours après, c'est 11 motos neuves pour renforcer la capacité d'intervention de la police. Nous vous promettons, Excellence, de faire un bon usage pour l'intérêt du service. À vous, Excellence. Retenons que, lors de sa prise de fonctions en qualité du gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala avait placé les problèmes de sécurité parmi ses priorités. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a inspecté ce mercredi les travaux de la voirie urbaine de Lubumbashi. Jacques Aboulakatoué mobilise toutes les équipes sur terrain pour que ces travaux puissent se boucler avant le retour de la pluie. Avant la saison de pluie prochaine, tous les travaux de la voirie urbaine que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatoué, a lancé à travers la ville de Lubumbashi doivent à tout prix se terminer pour amener tous les partenaires commis à ces différents chantiers de route à concrétiser cet objectif. Le chef de l'exécutif, accompagné de son vice-gouverneur, a effectué cette visite d'inspection de tous les travaux de route. Jacques Aboulakatoué est passé tour à tour sur l'avenue Camagnola, une voie à 2 bandes sur son tronçon Kabalo et Cambouve. Le côté gauche a déjà reçu la couche de base, son opposé au niveau de la fondation. Le béton du passage de piétons et les bordures y sont en construction. L'avenue qui lui a prolongé, longue de 447,20 mètres, faisant une boucle pour déboucher sur l'avenue Niembo et Kuba. Les travaux sont au niveau de la plateforme. Quant à la route Kassapa, entre le carrefour et l'avenue Tchangalele, on y procède déjà aux travaux de profondeur pour solidifier la plateforme. Pendant ce temps, la chaussée de Kasenga revêt déjà de sa plus belle robe. D'ici 3 jours, les travaux vont atteindre la commune de la Rouachi. L'asphalte est bien posé sur une bonne partie, les séparateurs jalonnés de lampadaires solaires. Le gouverneur Jacques Aboulakatoué, avec toute son équipe, va boucler sa ronde des chantiers de route sur l'avenue Sendoué. Le tronçon compris entre la chaussée Mzé-Laurent Désiré Kabila et l'avenue Mouero connaît la pose des traversées et la préparation de la plateforme. Sur la même voie à hauteur du camp Major Vangou, la monocouche est déjà posée et les caniveaux y sont en pleine construction pour protéger la chaussée. Pour l'autorité provinciale, l'allure des travaux sur le terrain devra faciliter leur fin d'ici au début de la saison de pluie prochaine. Vous savez très bien que la saison de pluie va commencer d'ici peu. Alors nous sommes en train de mettre un peu de pression sur les constructeurs des routes. Il faut dire que c'est après les grandes voies du centre-ville de Lubumbashi que l'exécutif provincial dirigé par Jacques Aboulakatoué va s'occuper des différentes communes. L'ancien commissaire spécial de la province du Haut-Uélé a été inhumé mardi dans la localité de Bafoua Baka, en territoire de Wamba. La cérémonie est intervenue après les obsèques qui ont connu la participation du gouverneur de province, Christophe Bassiané Nanga.
Rapatrié ce dimanche 18 juillet via ses vols affrétés par le gouvernement provincial du Haut-Tuélé, la députée Céleste Bondomisso est vite prise en charge par la police qui l'a conduit jusqu'ici au gouverneur Christophe Besséninonga. Juste après, le cortège funèbre prend la direction du centre-ville. Jusqu'ici, en la cathédrale des Héros pour Requémont. Avant de reprendre son périple qui l'amène ici à Bafouabaka, situé à une centaine de kilomètres du chef-lieu de la province. Ce mardi matin, la localité est submergée par différentes délégations, dont des députés, des sénateurs, de membres du gouvernement provincial ainsi que des anonymes qui assistent à cette messe dite par l'évêque du diocèse de Wamba, Jean-Vic Kataka, en mémoire de l'illustre disparu. Dans son oraison funèbre, l'autorité provinciale n'a pas manqué de saluer les qualités exceptionnelles de son lointain prédécesseur, qui fut également l'un de ses conseillers le plus audible de son cabinet. Des hommages mérités après lequel intervient ce cérémonial d'inhumation de cette figure de la politique provinciale qui repose jamais dans la terre de ses ancêtres. Et dans la province de l'Équateur, la population a vaqué librement à ses occupations ce mercredi. Les mots d'ordre lancés pour boycotter le gouvernement provincial avec en tête le gouverneur Bobo Boloko n'a pas été respecté. C'est un mot d'ordre qui n'a pas du tout été respecté dans la ville de Mbandaka. Alors que la rumeur a circulé toute la journée de mardi sur une prétendue ville morte, apparemment, le mot d'ordre n'a pas eu effet sur la population. À l'image de ces différents centres d'attraction, ce mercredi, tout a fonctionné à la normale. Le grand marché de Mbandaka 2, Mbandaka 3, le centre-ville de Lumata ainsi que les établissements scolaires. Pour les habitants du chef-lieu de la province de l'Équateur, cela relève de la manipulation politicienne qui ne vise en aucun cas les intérêts du peuple. Il faut signifier que ces derniers temps, une frange des députés en veulent au poste de l'actuel gouverneur, Bobo Boloko, qui a été maintenu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Prenons cette fois-ci la présentation des résultats de la deuxième phase de l'étude menée par PMA RDC, l'un des projets de l'école de santé publique de Kinshasa sur la planification familiale à Kinshasa et au Congo central, présidée par Bertin Epumba, représentant du secrétaire général à la santé empêché. L'atelier a connu la participation de plusieurs partenaires et structures œuvrant dans les secteurs de la santé. Les explications dans ce reportage de Gloria Mouya Moutala. Réalisé entre décembre 2020 et mars 2021, il était question de collecter des informations en rapport avec les indicateurs de la planification familiale chez les femmes en âge de procréer, soit de 15 à 49 ans, dans 58 zones de démembrement de Kinshasa et 57 du Congo central. Et les résultats se présentent de la manière suivante. Comme résultat clé, nous pouvons dire qu'à Kinshasa, nous assistons à une augmentation constante de la prévalence contraceptive. On est parti de 14% en 2014 à 30% en 2021. Mais quand bien même cette prévalence augmente, nous assistons à un problème de discontinuation de l'utilisation des méthodes. Les femmes qui commencent à utiliser les méthodes, après un certain temps, ils interrompent l'utilisation de ces méthodes. Ce qui fait que l'utilisation de contraception chez les femmes à Kinshasa ne donne pas de résultats satisfaisants parce que nous avons aujourd'hui une proportion importante de grossesses non désirées. À peu près 6 femmes sur 10 ont déclaré que leur dernière grossesse n'était pas désirée. Des recherches saluées par la représentante des partenaires qui a, à l'occasion, invité ces derniers à y contribuer. Profitant de cette occasion, pour demander à tous les partenaires du ministère de la Santé publique, Prévention et Hygiène, pour qu'ils puissent venir mettre la main dans la pâte afin que ces enquêtes puissent être réalisées dans notre pays pour que la planification familiale, qui est une intervention de haute portée, puisse vraiment faire ce qu'il faut. À en croire le représentant du secrétaire général à la santé,
Ces données serviront entre autres dans l'actualisation des politiques nationales. De son côté, la ministre provinciale de la Santé rassure qu'une ligne budgétaire sur les contraceptives a été introduite pour ravitailler la capitale. Performance Monitoring for Action, PMA, est un projet financé par la fondation Bill and Melinda Gates qui vise à fournir des données de haute qualité en santé de la reproduction et de la planification familiale en vue d'améliorer la santé et le bien-être de la population. La nomination de Dieudonné Fikiri en qualité de vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, les messages de remerciement au président de la République Félix Tshisekedi fusent de partout, tels qu'à Kisangani, Kindu, Mwenga dans le sud Kivu, encore Kisenso à Kinshasa. C'est dans une liesse populaire que la nomination de M. Dieudonné Fikiri Alimassi en qualité de vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a été accueillie par la notabilité, la jeunesse ainsi que les amis et sympathisants disséminés à travers quelques provinces de la République démocratique du Congo. À Kindu, dans la province du Maniema, c'est sous un arbre, symbole de l'unité, que les notables et la jeunesse représentant les 7 territoires de cette entité administrative ont remercié le président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée pour la énième fois à un digne fils de Maniema. À ce geste, nous voudrions d'abord rendre grâce à notre Créateur, le Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, et d'une manière particulière au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui pour la énième fois vient d'honorer notre chère province du Maniema en élevant un des dignes fils de la personne de M. Fikiri Alimassi, qui est donné au poste du vice-gouverneur de la BCC, qui est la Banque centrale. Même message à Kisangani, dans la province de la Chopo, où une mobilisation spontanée de forces vives et boyomaises a été observée le jour de la lecture de l'ordonnance présidentielle sous l'encadrement. Enfin, le ministre des Sports a tour à tour échangé dans son cabinet de travail avec Nanou Memba, député national élu de Kipushi et le vice-président de la Ligue provinciale de football d'Ituri. Au centre de leur discussion, l'amélioration de la pratique du sport dans ces 2 provinces de la RDC qui passe notamment par la qualité des infrastructures sportives. Reçu par le ministre des Sports et Loisirs, Nanou Memba, député national élu de Kipushi, est venu exposer à Serge Condé, ministre des Sports et Loisirs, les problèmes sportifs de sa circonscription électorale, notamment ceux liés au stade de l'unité africaine. Aujourd'hui, il m'a accueilli, merci pour ça. Nous avions vraiment aussi parlé sport, comme c'est le secteur qui gère. Vous savez que mon territoire aujourd'hui loge un stade qui porte un nom mythique pour le moment, c'est le stade de l'unité africaine. Et le chef de l'État aujourd'hui, il est le patron, le numéro 1, le président de l'Union africaine. Donc moi je pense que c'est une coïncidence heureuse pour voir comment réhabiliter ces stades et voir le président de la République venir l'inaugurer. Avec Fidel Dramani, vice-président de l'entente provinciale de football d'Ituri, il a été question de trouver les voies et moyens afin d'améliorer la pratique du sport dans cette partie de la RDC en accélérant notamment les travaux de finition du stade de Bunia. De Bunia, qui est en construction, dont les travaux sont évalués déjà presque à 90% d'exécution. Et donc, la pelouse synthétique est sur place, les gradés sont construits, il ne reste juste qu'un petit rien afin que le stade soit fini. Autre préoccupation dans la province d'Ituri concerne la récupération de la Ligue de la province qui demeure encore sous la gestion de la Grande Orientale. Nous voudrions que notre ligue nous revienne, la ligue de football de la province de l'Ituri. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Laurent Mosengo a été inhumé ce mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo, ce après une série d'hommages rendus par plusieurs officiels, dont les chefs d'État des 2 Congos. Le Zimbabwe décide d'apporter son soutien à la RDC pour le poste de secrétariat exécutif de la SADC. C'est le président zimbabwéen lui-même qui l'a rassuré à l'émissaire de Félix Tshisekedi.
La famille de l'ancien administrateur général de l'ANER demande au président de la République de s'impliquer pour que leur père retrouve la liberté. Elle dénonce des absences répétées des plaignants lors des audiences. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Merci également à l'équipe technique qui a contribué pour la réalisation de ce journal. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Les grandes familles Makwa, Kasongo et Moleka ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissants des Massimanimba, aux amis et connaissances, au personnel de la société New Escokin SARL, ainsi qu'aux partenaires sociaux, la mort inopinée de M. Makwa Gambunji, Cyprien, coordonnateur et associé majoritaire de la société New Escokin SARL, décès survenu le jeudi 8 juillet 2021 au centre médical de Kinshasa. Dans le strict respect de l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est lui numéro SE/CAB/GVK/GNM/2021 du 21 juin 2021 portant application des mesures relatives à la riposte contre la pandémie à coronavirus. Troisième vague, elle renseigne en outre que le programme des obsèques se présente comme suite. Jeudi 22 juillet 2021, 18h, messe de recueillement à la paroisse divin. Jeudi 22 juillet 2021, 18h juste, messe de recueillement à la paroisse divin maître de Massine à Sans-Fil, référence arrêt tribunal. Vendredi 23 juillet 2021, 8h30, sortie du corps du défunt de la morgue pour exposition aux funérailles de l'hôpital du Cinquantenaire. 12h30, levée du corps de son lieu d'exposition pour l'inhumation au cimetière entre terre et ciel, nécropole 1, Mbenzale de Lansele. Fête à Kinshasa le 21 juillet 2021 pour les familles Makwa Zangamoyo, Henri.